Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Le prix de la rupture. Responsable scientifique. Laetitia Antonini-Cochin et Christine Courtin. Texte réuni par Yves Strickler. Auteur. Laetitia Antonini-Cochin, maître de conférences HDR à l'Université de Nice Sophia Antipolis, directrice adjointe du CERDP. Introduction et partie 2 chapitre 1. Huguette Bellassène, doctorante à l'Université de Nice Sophia Antipolis, partie 1 chapitre 2. Nathalie Burgo-Bonada, avocat au barreau de Nice, partie 2 chapitre 1. Maëva Binimélis, doctorante à l'Université de Nice Sophia Antipolis, élève avocate, partie 1 chapitre 1. Christine Courtin, maître de conférences HDR à l'Université de Nice Sophia Antipolis, responsable du pôle pénal et procédure pénale, introduction. Patrice Hilt, maître de conférences HDR à l'Université de Strasbourg, membre du Centre de droit privé fondamental, partie 2 chapitre 2. Claude Linard, professeur à l'Université de Haute-Alsace, président de l'Association nationale des avocats spécialistes en droit de la famille, avocat spécialiste en droit des personnes, de la famille et du patrimoine, partie 2 chapitre 3. Texte réuni par Yves Strickler. Responsable scientifique. Laetitia Antonini-Cochin et Christine Courtin. Le prix de la rupture. Au cœur des contentieux familiaux. L'Harmattan. Copyright L'Harmattan 2012. 5 à 7, rue de l'École Polytechnique, 75 005 Paris. http://www.librairieharmattan.com. Diffusion.harmattan@wanadoo.fr. harmattan@wanadoo.fr. ISBN 978 2 296 56 715 3. EAN 9 782 296 567 153. Introduction. Par Laetitia Antonini-Cochin. Maître de conférences HDR à l'Université de Nice Sophia Antipolis, directrice adjointe du CERDP. Et Christine Courtin. Maître de conférences HDR à l'Université de Nice Sophia Antipolis, responsable du pôle pénal et procédure pénale. Après une première expérience inaugurée en 2009 sur le thème « Une justice familiale en mutation 1 », nous avons choisi d'aborder une question au cœur du contentieux familial au titre volontairement provocateur, à savoir, le prix de la rupture. En effet, dans un contexte de pluralisme conjugal et à la lumière des dernières réformes législatives, il nous est apparu intéressant de nous interroger sur la rupture du couple. Aucune forme de conjugalité, quelle qu'elle soit, mariage, pax ou concubinage, n'est à l'abri d'une crise interne et donc d'une scission. La rupture n'a pas de préférence juridique. Elle ne fait pas de discrimination. Pour autant, peut-on considérer que les couples sont sur un pied d'égalité face à la séparation ? Assistons en la matière à l'émergence d'un droit commun du couple. En réalité, une réponse nuancée s'impose comme nous pourrons le constater tout au long de la réflexion. Le droit positif oscillant entre égalité et disparité de traitement. En effet, si l'égalité semble prédominer sur le plan extrapatrimonial, la disparité reste de mise sur le plan patrimonial, 1. Égalité sur le plan extrapatrimonial. Consacrée à l'étude du dispositif de lutte contre les violences conjugales, la première partie permettra de mettre en avant la volonté du législateur de faire prévaloir dans une telle situation souvent annonciatrice d'une rupture, le statut de victime sur le mode de conjugalité. En effet, en matière de violence conjugale, le droit offre aujourd'hui, avec la loi du 9 juillet 2010, des réponses identiques pour chaque forme de conjugalité même s'il n'en a pas été toujours ainsi. Le droit pénal a été sur ce point précurseur. En effet, une solution pénale unique a été progressivement dégagée par le législateur de. Ainsi, les violences sont toujours aggravées lorsqu'elles sont commises par le conjoint ou le concubin de la victime. Il est vrai qu'il a fallu attendre la loi du 4 avril 2006 pour que le partenaire lié par un PACS rejoigne logiquement la liste des victimes.
On a donc un principe unitaire en matière pénale. Il en résulte une indifférenciation du traitement pénal des époux, des concubins et des partenaires d'un pacte civil de solidarité. Chacune des infractions, des circonstances aggravantes ou des mesures applicables aux uns, le sont aux autres trois. Ainsi, le droit pénal, prenant acte des différentes formes de conjugalité, se préoccupe de protéger toutes les victimes de violences vivant en couple, quel que soit le lien juridique les unissant à l'auteur des violences et sans considération de son caractère actuel ou passé. En droit civil, jusqu'à la loi du 9 juillet 2010, seule la femme mariée se trouvait protégée lorsqu'elle était battue. En effet, la loi du 26 mai 2004 avait reconnu au juge aux affaires familiales un pouvoir important en prévoyant à l'article 220-1 du Code civil la faculté de statuer immédiatement sur la résidence séparée et d'attribuer la jouissance du logement conjugal à celui des époux qui n'était pas l'auteur des violences. Avec la loi du 9 juillet 2010, la victime des violences qui est protégée par la délivrance d'une ordonnance de protection est la personne vivant en couple, quel que soit le mode de conjugalité et quel que soit le lien actuel ou ancien l'unissant à l'autre membre du couple. Ainsi, le dispositif ressortissant de ce nouveau texte parachève l'évolution en instaurant un système unitaire de lutte contre les violences au sein du couple tant d'un point de vue pénal que d'un point de vue civil. Dans cette famille qui ressemble étrangement à une auberge espagnole, les différents partenaires bénéficient ainsi d'une protection renforcée au sein d'une société marquée par une violence que rend encore plus inacceptable le lien de proximité unissant l'auteur à sa victime. 4. Le dispositif de lutte contre les violences tend donc à démontrer que l'égalité semble prédominer entre les couples sur le plan extra-patrimonial. La situation se révèle très différente sur le plan patrimonial. 2. Disparité sur le plan patrimonial. S'il est acquis que la protection de l'intégrité physique et morale de la personne doit primer sur son statut conjugal, il n'en demeure pas moins qu'il est sans doute trop tôt pour parler d'un véritable droit commun de la séparation du couple. Même si elle relève désormais de la compétence du même magistrat, les conséquences patrimoniales de la rupture restent encore aujourd'hui commandées par la forme de l'union comme nous le verrons dans la seconde partie de l'étude. L'unité et l'égalité de traitement laissent place à la disparité permettant ainsi de résumer la situation par cet adage : à chacun son couple, à chacun sa rupture patrimoniale, et donc finalement de façon plus pragmatique à chacun ses problèmes. L'évaluation de la prestation compensatoire pour certains, la liquidation et la séparation patrimoniale pour les autres. Tels sont donc les différents thèmes qui seront abordés dans le présent ouvrage et qui, nous l'espérons, susciteront la réflexion. Une version papier disponible au CERDP de la Faculté de droit et de sciences politiques de Nice. 2 confrères. Pélabé, le couple en crise, les petites affiches, 20 décembre 2007, numéro 254, page 23. 3 Monsieur Azavant, regard civiliste sur la loi du 4 avril 2006 renforçant la protection et la répression des violences au sein du couple, Dr. Famille, octobre 2006, étude 40. 4 P. Mestre du Chambon, quelques considérations sur le droit pénal de la famille, JCP édition. G. 10 janvier. 2011 6. Partie I. Traitement unitaire des violences au sein du couple. Chapitre 1. Le dispositif civil de lutte contre les violences au sein du couple. Par Maeva Binimelis. Doctorante à l'Université de Nice, Sophia Antipolis. Élève avocate. 1. Le phénomène des violences conjugales est une réalité universelle. Cependant, son ampleur est encore mal connue. En France, comme partout ailleurs, ni l'éducation, ni l'argent, ni le milieu social ne peuvent protéger une personne de la violence exercée au sein du couple. La plupart du temps, les 2 principaux facteurs de fragilité qui accroissent la fréquence et la gravité de cette violence faite principalement aux femmes sont la désocialisation et l'insuffisante autonomie financière. 5. 2. Mais parce que ces violences se déroulent dans le huis clos du foyer familial, une importante majorité de ces comportements n'est pas portée à la connaissance de la justice. Pourtant, 156 femmes sont décédées en 2008, soit une femme tous les 2 jours et demi. 6. Toutefois, les victimes de violences exercées par celui qui partage leur vie ne déposent pas de plainte. Elles vacillent entre la crainte de représailles
et l'illusion de l'amour éprouvé pour la personne qui pourtant les frappe. En outre, s'ajoute à cela la difficulté non seulement de trouver une réponse dans l'urgence mais aussi de résoudre les problèmes liés au logement, à la garde des enfants et à la régularité du séjour pour les personnes de nationalité étrangère. Ce comportement dans le couple a un impact sur la santé des femmes et des enfants victimes ou spectateurs. Leurs conséquences physiques sont aisément repérables mais leurs conséquences psychologiques sont plus graves d'autant que l'objectif du violent n'est pas d'infliger des blessures, mais plutôt de réifier sa victime. 3. C'est pour cette raison que combattre ces violences doit être considéré comme un enjeu de santé publique, voire comme un enjeu pour la société tout entière, auquel le droit ne peut rester étranger. Face à un tel constat, la lutte contre les violences envers les femmes a été déclarée grande cause nationale pour 2010 par le Premier ministre et le 25 novembre est devenue une journée de sensibilisation à ce fléau. Dans un tel contexte, il devenait urgent de créer un dispositif civil cohérent. Ainsi, après avoir commencé le processus avec la loi du 26 mai 2004 relative au divorce neuf qui a consacré un devoir de respect au sein des couples 10, la France a parachevé le dispositif de protection en adoptant la loi du 9 juillet 2010 relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants 11. Inspiré de l'exemple espagnol, les mesures juridiques retenues reposent sur l'ordonnance de protection prévue à l'article 515-9 du Code civil qui dispose que, lorsque les violences exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien concubin mettent en danger la personne qui en est victime, un ou plusieurs enfants, le juge aux affaires familiales peut délivrer en urgence à cette dernière une ordonnance de protection. 4. Le droit, tel un chevalier blanc, entend entrer dans l'intimité des familles pour défendre la victime des coups du conjoint, partenaire ou concubin violent. À la violence physique du secret des familles répond le droit. Belle ambition, défi quasi insurmontable. Face au secret des violences au sein du couple et pressions psychologiques répondent le droit et la divulgation publique d'une violence vécue comme honteuse ou cachée par peur. À la crainte des représailles plus violentes encore répond le recours au juge, tiers épisodiquement présent, intervenant nécessairement tardivement. Pourtant, en dépit de l'inadaptation apparemment insurmontable des instruments juridiques, les nouvelles dispositions législatives tentent d'apporter une réponse à l'inacceptable. L'ordonnance du juge aux affaires familiales doit être une arme de protection efficace. La loi du 9 juillet 2010 entend lui en donner les moyens et ces moyens dépendent nécessairement d'une procédure adaptée. Ainsi, délivrée par le JAF, cette ordonnance se veut donc dotée d'une grande efficacité et d'une procédure adaptée. 12. 1. Une ordonnance de protection efficace. 5. Pour offrir une protection efficace, l'ordonnance doit avant tout dépasser les clivages juridiques et tenir compte de la réalité multiforme des couples du XXIe siècle. Elle doit sortir du mariage pour embrasser toutes les formes de conjugalité et protéger le plus grand nombre de victimes. Pourtant, l'intensification de la lutte contre les violences ne peut pas se contenter de se saisir de toutes les victimes potentielles. La législation du 9 juillet 2010 a voulu démultiplier les mesures les plus variées et adaptées pour tenter de prendre en compte l'immense diversité des situations de violence au sein des couples. Un cadre élargi. 6. Rappelons-le, il y a eu une première tentative du législateur pour lutter contre les violences. La loi du 26 mai 2004 avait fait un premier pas en matière de lutte contre les violences conjugales, en instaurant au terme de l'article 221 du Code civil 13, le référé violence. Comme un coup d'épée dans l'eau, la mesure ne pouvait pas être efficace. Trop restrictive voire exclusive, elle ne s'appliquait pas à toutes les formes de conjugalité 14. En effet, ce dispositif avait un champ d'application très limité puisqu'il ne permettait d'évincer du domicile conjugal que le conjoint violent et ce, avant qu'une procédure de divorce ou de séparation de corps ne soit déclenchée. Ainsi, seule la victime mariée pouvait bénéficier de cette protection. Les moyens de lutte contre les violences au sein du couple sur le plan civil étaient donc incomplets ou en tout cas réservés à quelques-uns à la différence des moyens pénaux. 7. Mais une tentative est une belle expérience qui a permis de préparer les nouveaux textes en corrigeant les défauts des premiers.
Si le champ d'application des premières mesures protectrices était inadapté à la réalité des couples modernes, l'ordonnance de protection dépasse les qualifications juridiques et pragmatiques. 8. Désormais, avec la loi du 9 juillet 2010, les bénéficiaires potentiels de la protection civile sont plus nombreux. En effet, les nouvelles mesures de protection pouvant être édictées par le juge aux affaires familiales s'appliquent indifféremment à toutes les formes de conjugalité mais aussi aux personnes de nationalité étrangère. Par ailleurs, les enfants sont pris en compte par le magistrat dans le cadre de l'ordonnance de protection 15. Ainsi, le législateur n'a manifestement pas voulu enfermer le débat autour d'une violence de genre 16. 9. D'une part, l'ordonnance de protection a été conçue pour répondre à des situations de violence spécifiques, celles exercées au sein du couple. Il y a donc une véritable émergence d'un droit nouveau en France puisque les violences conjugales sont envisagées lato sensu. Le fait qu'elles concernent toutes les formes de cohabitation hors mariage a été pris en considération. On s'achemine donc vers l'édification d'un droit commun du couple 17. Dès lors, la mise en œuvre de cette ordonnance est subordonnée à la qualité de victime des violences, ce qui engendre deux conséquences. Peu importe que le couple soit marié, pacsé ou en concubinage et peu importe que le couple ait rompu. En faisant rentrer dans le champ d'application de cette ordonnance, les ex-mariés, ex-partenaires d'un pacs ou ex-concubins, la loi suit une logique plutôt pénale que civile. Désormais, la protection de l'intégrité physique et morale de la victime de violence au sein des couples prime sur le statut de la relation 18. Par cet élargissement, le dispositif consacre un principe d'égalité et répond ainsi à la pression communautaire en mettant les textes en conformité avec l'article 14 de la Convention européenne des droits de l'homme 19. 10. D'autre part, les mesures issues de la loi du 9 juillet 2010 sont applicables aux personnes majeures menacées de mariage forcé. Elles peuvent saisir le juge aux affaires familiales en vue d'obtenir une ordonnance de protection. Ce magistrat a alors la faculté d'ordonner l'interdiction temporaire de sortie du territoire de la personne menacée. Cette interdiction est inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République 20. 11. D'autres droits leur sont également conférés. En effet, il est prévu de renforcer les conditions de renouvellement du titre de séjour de celles qui, unies à un ressortissant français ou entrées en France au titre du regroupement familial, sont victimes de violences au sein du couple 21. Elles peuvent non seulement disposer d'un droit au séjour si une ordonnance de protection est rendue en leur faveur 22, mais aussi se voir attribuer une carte de résident quand l'auteur est condamné définitivement pour toute infraction avec la circonstance aggravante de conjoint, concubin ou partenaire lié à un pacs 23. De plus, les personnes étrangères qui disposent d'un titre de séjour en France peuvent obtenir des autorités françaises un visa de retour quand leur conjoint leur a dérobé les documents d'identité 24. 12. Enfin, le nouveau dispositif ne se contente pas de prendre en considération la victime directe. Les enfants sont également visés puisque le juge aux affaires familiales peut rendre une ordonnance de protection dès lors qu'ils sont en danger. Il est évidemment nécessaire de prendre en compte les conséquences sur les enfants des violences exercées par un parent sur l'autre parent. Même s'ils ne sont pas les victimes immédiates des violences, en tant que témoins, ils en subissent nécessairement les répercussions. 13. Cependant, une limite insurmontable s'impose au droit et à sa mise en œuvre. L'enfant victime ou spectateur de violences au sein du couple demeure encore exclu des personnes ayant qualité pour agir en justice en matière d'autorité parentale. Ce n'est que le parent qui pourra saisir le juge aux affaires familiales quand il constatera que l'enfant est mis en danger par son ancien ou actuel compagnon 25. D'ailleurs, c'est souvent la prise de conscience par un parent de ce que l'autre parent ou le comportement de ce dernier met en danger l'enfant commun, qui est l'élément déclencheur d'une volonté de protection. Trop souvent, il restera des hypothèses où l'enfant ne pourra pas accéder à la protection juridique contre les violences dont il est spectateur au sein de la famille à défaut de la présence d'un adulte courageux ou lucide. 14. Mais pour assurer une efficacité importante à ce dispositif issu de la loi du 9 juillet 2010, le législateur ne s'est pas contenté d'élargir le champ des personnes protégées. La palette des mesures pouvant être adoptées dans le cadre d'une ordonnance de protection est également étendue.
B. Une portée étendue. 15. Pour être optimale, la protection des victimes de violences conjugales doit être complète et reposer sur un dispositif qui permettra à la personne mise en danger d'échapper à l'emprise de l'auteur des violences, que ce soit physiquement, juridiquement ou matériellement. Il était donc nécessaire que le juge saisi puisse édicter dans son ordonnance de protection des mesures civiles telles que l'éviction du domicile de l'auteur des violences, lesquelles pourront être assorties d'autres mesures à coloration pénale. Il s'agit d'anéantir efficacement les risques de représailles. Aujourd'hui, dans le cadre de l'ordonnance de protection, le juge aux affaires familiales dispose en réalité de pouvoirs étendus relevant de 3 ordres différents. 26. 1. Les mesures civiles. 16. Tout d'abord, ce magistrat peut prononcer des mesures civiles non exclusives les unes des autres. 27. A. Le logement, expulsion du violent. 17. Pour assurer la sécurité de la victime, le magistrat peut en premier lieu attribuer le logement du couple à cette dernière en ordonnant l'expulsion de celui qui exerce des violences. Ce dispositif est complété par la possibilité de mettre à la charge du défendeur le paiement des frais afférents au logement. 28. Désormais, il appartient au juge de veiller à ce que la victime des violences ne soit pas placée dans une position financièrement délicate qui l'obligerait à taire ce qu'elle subit, parce qu'elle n'a pas personnellement les moyens de prendre en charge le montant des frais relatifs à l'habitation. Ce magistrat devient le garant de la confiance des justiciables asservis au sein de leur couple. De plus, pour que cette mesure soit réellement efficace, les garanties contre l'expulsion du conjoint, partenaire de Pacs ou concubin évincé pour violence ne sont pas applicables. Dès lors, ce dernier ne pourra pas opposer les garanties selon lesquelles l'expulsion ne peut intervenir qu'à l'expiration d'un délai de 2 mois suivant le commandement de quitter les lieux. Cela ne serait pas conforme à l'impératif d'urgence qui anime la décision d'éviction du logement. 29. Par ailleurs, tel que cela était déjà le cas pour le référé violence, le conjoint violent ne peut pas non plus demander à bénéficier du sursis à l'exécution de cette mesure et notamment de la trêve hivernale courant du 1er novembre de chaque année jusqu'au 15 mars de l'année suivante. 30. L'épée de Damoclès est maintenant sur la tête de celui qui voudra soumettre par la violence la personne avec laquelle il vit. Mais en tout état de cause, l'huissier de justice devra continuer à vérifier que l'opération d'expulsion n'est pas réalisée sur un titre caduc. B. Les mesures protectrices de l'enfant. 18. En second lieu et toujours dans le cadre de l'ordonnance de protection, un deuxième type de mesure civile peut être édicté. Le juge aux affaires familiales a la possibilité de statuer sur les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Saisi dans un contexte de violence au sein du couple qui se sépare, il doit garantir la protection de l'intérêt supérieur de l'enfant commun. 31. 19. 2 mesures sont possibles. L'une est radicale, l'autre l'est moins. Première mesure. Soit, l'autorité parentale est retirée à celui qui est violent. Dans ce cas, afin d'assurer la continuité et l'effectivité des liens de l'enfant avec le parent qui n'a pas l'exercice de l'autorité parentale, le juge peut organiser un droit de visite dans un espace de rencontre. Des dispositions similaires ont été adoptées par le législateur en cas de condamnation pénale de l'un des parents pour un crime commis sur leur enfant ou sur l'autre parent. 32. Celui qui est violent au sein du foyer familial est désormais présumé être un mauvais parent. Deuxième mesure. Soit l'exercice conjoint de l'autorité parentale est maintenu et est assorti d'un droit de visite et ou d'hébergement classique ou d'une résidence alternée. Dans cette circonstance, le juge a la possibilité d'organiser le recours à un lieu sécurisé pour la visite ou la remise de l'enfant à l'un ou l'autre parent, parce qu'il est nécessaire d'éviter tout contact direct entre eux et ce, toujours dans l'intérêt de leur enfant. Dans tous les cas, et quelle que soit la forme de conjugalité, le parent violent devra continuer à contribuer à l'entretien et à l'éducation des enfants. 33. 20. En dehors de ces mesures civiles, le juge aux affaires familiales peut être amené à prendre d'autres mesures à coloration pénale. 34. Le droit civil et plus particulièrement, le droit de la famille est avec la loi du 9 juillet 2010, doté d'armes lourdes. 2. Les mesures pénales. A. Les armes. 21.
Le magistrat peut interdire au défendeur de détenir une arme et de la remettre au greffe 35. Cette arme peut être tout objet ayant servi à commettre l'inacceptable au sein du couple. B. L'interdiction de rencontrer la victime et toute autre personne désignée. 22. Le JAF peut aussi lui interdire de rencontrer ou de recevoir la victime et ses enfants, ainsi que toute autre personne qu'il désigne 36. Il s'agit d'éviter que l'auteur de violences au sein du couple puisse encore exercer une quelconque pression sur la personne qui demande à être protégée, et notamment par l'intermédiaire des proches de cette dernière. C. Dissimulation de l'adresse de la victime. 23. En outre, les victimes sont autorisées à dissimuler leur adresse afin d'éviter d'éventuelles représailles. Elles peuvent alors élire domicile chez l'avocat qui les assiste ou les représente ou auprès du procureur de la République et ce, pour toutes les instances civiles dans lesquelles elles sont également parties. Il y a cependant 2 tempéraments à ce dispositif. Premièrement, pour les besoins de l'exécution d'une décision de justice, l'huissier doit avoir connaissance de l'adresse de cette personne sans pouvoir la révéler à son mandant 37. Deuxièmement, l'avocat ou le procureur de la République auprès duquel il est élu domicile, communique sans délai l'adresse du demandeur au juge civil 38. En tout état de cause, il ne s'agit pas de priver le dispositif de son efficacité puisque les professionnels visés sont tenus au secret. D. Interdiction de sortie du territoire. 24. Par ailleurs et pour conjurer tout risque de déplacement international de l'enfant commun par l'un des parents, et ce en fraude des droits de l'autre parent, le juge aux affaires familiales peut également ordonner l'inscription de l'interdiction de sortie du territoire de l'enfant sans l'autorisation de ses 2 parents sur le passeport de chacun d'entre eux. Cependant, en présence de couples binationaux, parce que l'efficacité d'une telle mesure est anéantie puisque le juge français ne peut pas ordonner cette inscription sur un passeport étranger, il a été prévu d'inscrire cette interdiction de sortie du territoire au fichier des personnes recherchées 39. L'aide juridictionnelle. 25. Enfin, le juge aux affaires familiales peut ordonner un dispositif d'aide en faveur du bénéficiaire de l'ordonnance de protection tel que l'admission provisoire. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.